Vous partirez d'ici, puis vous aurez le goût de faire quelque chose d'un petit peu différent pour mettre à la hauteur la francophonie. C'est bien qu'on est sur la guillotine, pas mal loin de nos quartiers. Mais faut dire quand même pas que tu parles comme les gens de la Guillonville. Garde ton accent. C'est pas toujours évident de faire vivre le français à l'île du Prince-Édouard parce qu'on est dans une situation minoritaire. Je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est tellement fort pour moi, la francophonie, pourquoi est-ce que le français, c'est tellement important. Puis, j'aimerais bien entendre vous autres aussi. On apprend beaucoup de choses en écoutant les autres, en écoutant leur parcours, puis souvent que leur parcours est souvent semblable à notre parcours. Parce que des fois, peut-être que vous avez vécu dans des milieux minoritaires, comme ici à l'île du Prince-Édouard, ou des milieux majoritaires. Puis c'est pas mauvais d'être minoritaire, c'est juste faut être conscient qu'on vit comme ça. Fait qu'on est beaucoup entouré par les anglophones, par les choses anglaises et tout ça. Puis des fois, on se fait assimiler sans s'en apercevoir. Puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit, hey, comme moi, je me rappelle, j'étudiais en anglais, maîtrise, puis tout ça, je lisais en anglais, je parle en anglais toute la journée. Je commence à rêver en anglais, puis je commence à avoir peur, là, parce que je me dis, oh là là, j'ai en train de m'assimiler après 6 à 8 mois. Ça prend très peu de temps, puis moi, je suis déjà très consciente de l'assimilation. Ça fait que je me dis, wow, si ça peut arriver à moi, ça arrive à des personnes qui ne sont pas conscientes trop facilement. Je veux vous présenter qu'est-ce que j'appelle mon parcours acadien et francophone. Il y a eu des moments, justement, que pour moi, ça a été un peu frustrant d'être acadienne à l'île du Prince-Édouard puis de parler français. Puis il y a d'autres moments que ça a été vraiment très riche. J'étais à l'Université de Moncton, pour être enseignante. Je prenais un cours de français parce qu'on devait faire passer notre cours de français. Et puis, je passais pas. Je faisais des F, puis des F. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer. Elle a dit, Darlene, si tu veux être une enseignante, tu as besoin de passer ton cours de français. Ça fait qu'elle a dit, on va t'envoyer en immersion. Quelle honte pour moi d'avoir sorti de l'école Évangeline, puis d'arriver là et de dire, il faut que je m'en aille en immersion. Mais, je me dis, dans ce temps-là, on parlait en français. On enseignait en français, mais c'était des livres en anglais. Ça fait que là, ça a changé 2 ans après ça. Ça fait qu'il y a eu des temps, c'est sûr que ça a eu un impact sur moi au niveau de dire, mon français, là, qu'est-ce que je fais avec? Ça fait que j'ai été obligée de faire plusieurs réflexions. Les étoiles, c'est des beaux moments de francophonie. Moi, je fais le choix de parler à mes petits-enfants en français. Même si que dans la maison, ils parlent en anglais, je leur parle toujours en français parce que je veux qu'ils comprennent le français. Puis c'est ma langue, c'est ma culture, c'est qui je suis et c'est mes enfants qui ont eu des enfants. Ça fait que je me dis, bien, si je veux continuer l'héritage, bien, je leur parle en français. C'est vraiment fort pour moi d'être capable de véhiculer comment je vis en français. Pouvez-vous partager peut-être des éclairs, des éloises ou des étoiles? Est-ce que c'est qu'il y a eu un impact sur votre francophonie? Bien, moi, c'est Andrea Deveau. Je viens de Moncton, mais ma mère, c'est une Blanchard de Rustico. Puis les Blanchards font partie des familles fondatrices de la région de Rustico. Moi, j'ai grandi à Moncton. J'étais entourée par le français toute ma vie. C'était le français chiac, tu sais, là, sauf à l'école. Mais j'ai jamais senti que je vivais dans une ville où est-ce que le français était minoritaire, parce que j'étais tellement entourée par le français. Fait que là, je déménage ici en 96, puis c'était complètement immersion dans une vie anglo. Fait mais, c'est là, je m'avais juste dit, c'est ça que c'est sur l'île. C'était en 2006, je crois, 2007, j'étais aux îles de la Madeleine, puis j'ai vu le drapeau acadien juste en arrivant, hein. Puis ça m'a comme frappé, là. On dirait que pour 10 ans, j'avais pas vraiment vu le drapeau acadien. C'est dans ce moment-là que j'ai réalisé
l'importance de l'Acadie pour moi, de la culture, la langue, tout ce qui vient avec l'Acadien. Puis pour moi, c'était ça mon moment. Puis à cause de ça, je me suis comme plus lancée comme « Oh, j'allais voir qu'est-ce qui se passait au Carrefour un petit peu plus. Ah ouais, il y a une vie française ici. Je le savais pas. » Puis aussi l'importance de s'affirmer. Puis j'aime pas utiliser le mot, mais lutter là, pour ce qu'on a là aujourd'hui, comme l'école à Evangeline, qui voulait pas être une école anglo. On n'a pas une grosse population franco ici, mais hey, on est fiers, puis on est fort, puis c'est ensemble qu'on va continuer à avancer notre affaire. Moi, je m'appelle Yvonne Doucette, Buot, née Buot. Puis ça fait longtemps que je demeure dans la communauté de Rustico. Puis pendant ce temps-là, j'ai toujours fait partie de la communauté acadienne. Puis j'ai travaillé de mon mieux pour tout ce qu'il y avait de francophone dans la région. Puis même dans ma famille, comment ça a bien payé d'avoir travaillé si fort au long des années parce que mes petits-enfants, puis mes petits-enfants maintenant, commencé à François Biot. Je suis vraiment contente de tout ce qui se passe ici. Là. On parlait français à la maison, mais à l'école, c'était encore comme à la région Evangeline. On avait tous des livres anglais, mais les religieuses qui enseignaient au couvent, qui m'ont enseigné toute ma vie scolaire, là, ils étaient très forts sur le français. Alors, ceux qui parlaient français avaient des classes avancées en français, surtout là, de la 7e, la 9e année, 10 et 11. En tout cas, je suis allée aux îles de la Madeleine pour 2 ans d'école normale. Puis, la première fois que la religieuse, mon enseignante, m'a demandé de lire en français, moi, je pensais que j'avais bien fait parce que j'avais pas trébuché sur les mots, je croyais que c'était... Mais quand j'ai fini de lire mon paragraphe, la classe a été étouffée de rire, tout le monde. Alors, oh my gosh, mais je suis sentie mal. En tout cas, ça m'a appris une leçon. J'ai décidé que j'allais travailler encore plus fort. Puis, je l'ai fait pour 2 ans. Puis, à la fin, là, j'ai bien fait. Bon, mon nom, c'est Mélissa. Je suis originaire du nord du Nouveau-Brunswick. J'ai grandi dans une communauté très francophone, donc moi, ça m'a pris plus longtemps à développer mon sentiment d'appartenance parce que c'était quelque chose qui était déjà acquis. Donc, ça m'a pris un engagement communautaire pour vraiment comprendre à quel point c'est important, la francophonie. Un des premiers moments qui a vraiment eu un impact au niveau de la francophonie, c'était un de mes premiers événements jeunesse. Moi, j'étais beaucoup impliquée avec la Fédération des jeunes au Nouveau-Brunswick, qui a fait en sorte que j'ai pu m'impliquer avec la Société nationale de l'Acadie parce qu'ils ont un aspect jeunesse aussi. Donc, j'ai rencontré des jeunes de l'Atlantique. Mais vraiment, mon premier événement où j'ai rencontré d'autres gens, c'était en Louisiane, qui était le Grand Réveil acadien. Notre objectif comme jeunes de l'Atlantique, c'était d'aller les aider là-bas à construire leur propre association jeunesse francophone. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que, my God, que je suis chanceuse de pouvoir parler mon français de la façon, puis d'avoir ces ressources-là autour de moi. Quand mes parents se sont séparés, on est arrivé à London, en Ontario. Moi, j'avais fait toute mon éducation en français. Alors, j'avais un accent très prononcé français. Et je me rappelle, ils se moquaient de moi en classe. Alors, moi, j'ai travaillé tellement fort en 9e année pour perdre mon accent français. Puis après, je suis restée là jusqu'à temps que je redéménage au Québec en 2001 comme adulte pour le travail. Et là, c'était ma fille. Alors, ma fille, je pense qu'elle avait comme 10 ans dans le temps. Puis elle est allée à l'école en français à London, mais elle avait un accent anglais. Elle parlait français avec un accent très, prononcé en anglais. Puis parce que mon partenaire était anglais. Puis elle a commencé l'école en français là-bas au Québec, puis ils se sont moqués d'elle. Et puis ça a été une année très difficile pour elle. Alors, je me suis sentie comme en Ontario, comme on était mis à côté pour être français. Puis au Québec, on était mis à côté pour être anglais. J'ai trouvé ça très difficile pour... Puis c'est drôle ici,
Ça va me faire pleurer. Oui, je me sens comme si les deux sont... Ouais. Puis c'est OK de se sentir comme ça, parce que quand, de temps en temps, ça vient nous chercher. Puis ça vient toucher notre cœur, parce que c'est qui nous sommes. On souffre des fois quand on est dans une minorité ou qu'on est en train de souffrir quand on est obligé de s'affirmer, parce qu'on ne devrait pas être obligé de s'affirmer puis de se sentir à part. On devrait être capable de vivre ça sans toutes ces autres choses-là qui viennent avec. Souvent, ça va nous redresser parce qu'on parle encore français aujourd'hui. Ça fait que des moments difficiles, c'est que ça vient nous confirmer que oui, on va continuer de lutter, on va continuer de parler, on va continuer d'être qui on est. Parce que moi, si tu m'enlèves ma langue, tu enlèves une grosse partie de qui je suis. C'est vraiment important d'entendre ces histoires-là, puis de savoir que ces moments de souffrance-là, souvent, ça nous donne le goût de persévérer, puis de continuer. Moi, c'est Jean-Paul Poirier. Je suis le fils d'Ulrich Poirier, un des pionniers de l'éducation francophone à l'île du Prince-Édouard. Une des personnes qui a travaillé très fort pour avoir la première école française. Et aussi, je suis le cousin, je dis ça à beaucoup de gens, je suis le cousin de Georges Arsenault. Alors, tout le monde comprend. J'ai passé la majorité, 90% de ma carrière à l'étranger. J'ai travaillé dans 19 différents pays. Moi, quand j'ai fini l'université à St. Mary's, j'en avais assez d'avoir passé 4 ans à l'université anglaise, que je voulais absolument aller vivre à un endroit francophone. Alors, j'ai trouvé une firme de comptable à Montréal. Puis la raison qui est intéressée à moi, c'est parce que j'étais bilingue et je parlais très bien anglais. Puis les Québécois, ils se moquaient tous de mon accent acadien. Moi, ça me mettait hors de moi, mais après 5 ans, je suis allé travailler en Allemagne. Puis, une fois, on est allé à Paris. Et puis, on s'en va dans un hôtel. Puis, la dame à l'hôtel, elle me reçoit très bien. Puis là, ma femme commence à parler. Ma femme était québécoise. Elle commence à parler. Puis elle la regarde avec des gros yeux, comme si c'était quelqu'un qui lui parlait. Alors, c'est là que j'ai eu ma revanche. J'ai grandi en Gaspésie, donc moi, tu sais, j'ai grandi dans la majorité. Puis je l'ai dit tantôt, tu sais, j'étais venu dans les années 90 à l'île du Prince-Édouard pour apprendre l'anglais. Puis tu sais, à l'époque, j'avais entendu parler, j'étais moniteur de français dans les écoles, puis tout ça, puis... Mais j'avais entendu parler du carrefour de l'île Saint-Jean qui existait, mais je voulais pas y aller. Je voulais faire une croix dessus, je voulais m'éloigner de la communauté francophone pour apprendre l'anglais. C'était ça mon but en venant à l'île. Puis en tout cas, j'ai resté 5 ans. Puis quand je suis reparti en Gaspésie, j'ai déménagé d'un petit village près de New Richmond, puis c'est un petit village anglophone. Puis je me rappelle, avec Hydro-Québec, justement, j'avais fait faire mon compte en anglais, puis j'ai comme participé à la minorité là-bas au Québec, mais en anglais. Puis même, tu sais, au hockey, puis même encore aujourd'hui, quand je vais à la chasse avec des anglophones du Québec qui parlent pas français, c'est parce que je pense que cette participation-là dans la minorité anglophone là-bas a fait en sorte que quand je suis revenu ici, puis je m'en ai pas aperçu, là, tu sais, c'est pas par exprès, j'ai pas fait ça parce que je me suis dit, je vais aller aider à la francophonie. Ça fait comme ça. Puis, dernière petite chose, c'est comme, au Québec, tu sais, jamais qu'on a ri de moi, jamais qu'on riait de mon accent. Mais ici, par exemple, dans la chambre de hockey, là, ici, j'y goûte, là, pas mal plus. Mais tu sais, c'est amical, je pense pas que c'est méchant, là, mais tu sais, c'est un peu, je pense que c'est l'histoire de minorité, tu sais, là-bas, vu que je parle la langue de la minorité, c'est plutôt apprécié, tandis qu'ici, c'est la langue de la majorité, je devrais la connaître mieux, tu sais. Je suis acadien du côté de mon père, il venait de Souris, mais ses racines sont ici à Rustico. Donc mes grands-parents, des deux côtés, venaient de Rustico, tous les deux les Galants. Donc, juste pour un petit peu de contexte, j'ai dit que mes grands-parents venaient de Rustico, mais quand la famille a déménagé à Souris, ils ont perdu leur langue. Donc, ils étaient assimilés là-bas. Il n'y avait pas d'école francophone. Mon père était le plus vieux de 10 enfants et je suis la plus jeune de tous mes premiers cousins, puis on est environ 40. Ce qui m'a frappé, c'est que donc on est 40, puis il y a moi et une autre de ses cousines qui parlent français, qui dirait qu'ils sont francophones. Oh, wow. Donc, quand on a redéménagé, j'étais en train de la texter, puis on se textait en français. Puis je l'ai dit, comme ça me touche vraiment.
que j'ai une cousine que je peux texter en français avec. Je pense à mes grands-parents et tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Puis à mon père et ses frères et ses sœurs qui ne parlent pas. Puis j'ai pu le réclamer que j'ai au moins une cousine que je peux texter avec. C'est vraiment, ça me touche parce que c'est, comme tu as dit, c'est dur de faire ça. Ça, c'est ce qui me donne la fierté, le désir de faire sûr que ça continue et que ça n'arrête pas avec moi, que ça va continuer. Parce que imagine toute la perte que la famille a souffert. Parce qu'en réalité, c'est ça, il y a eu de la souffrance parce que il y a eu des choses qui sont hors de notre contrôle. Ce que c'est l'environnement qu'on est dedans, c'est qu'on n'avait pas nos écoles, on a été assimilés, puis on ne s'en aperçoit pas vraiment, puis ça vient nous chercher. C'est notre héritage, c'est qui on est, ce qu'on est, nous autres, là, tu sais. Ça fait que c'est plus que rien qu'une langue, là. C'est pour ça qu'on parle de ça, puis ça vient nous chercher au niveau des émotions. Donc, j'ai un héritage bilingue. Ma mère est francophone, mon père est anglophone. On vient juste de déménager de Ottawa. Donc, c'est une ville où le bilinguisme est très important. Je travaille pour le gouvernement, donc je vois beaucoup comment que c'est très important de pouvoir parler les deux langues. J'ai 2 enfants. Pour moi, c'est vraiment important qu'ils soient capables de s'exprimer dans les 2 langues. Et puis, j'aimerais qu'ils fassent leurs études en français si possible. Et les grands-parents de mon mari, en fait, ils viennent de Rustico. Puis je pense qu'ils ont 60 ou 65 petits-enfants. Et puis, il n'y en a pas qui parlent français, je pense. Donc, comme mon mari, ses grands-parents sont francophones et puis ils parlent très, très peu en français. Il faut comprendre c'est quoi la langue émotionnelle. La langue émotionnelle, c'est la première langue que tu parles à n'importe qui. Fait que si c'est la première fois que je parle avec toi, puis c'est la première fois que je te rencontre, je parle en français, je vais avoir de la difficulté de te parler en anglais. Parce que c'est ma langue émotionnelle. J'ai dit à mon fils, quand tu vas prendre ton enfant dans tes bras, la première phrase que tu vas dire va déterminer la langue que tu vas parler à ton enfant. Puis lui dit, « Oh, maman, tu sais, je vais y parler en français. Moi, je vais y parler en français. C'est important pour ta tête. » J'ai dit, « OK. » J'étais là quand il a pris son enfant la première fois, puis il a parlé, puis il a dit une phrase en anglais. Et jusqu'à ce jour ici, ce fils-là a 17 ans. Il va à l'école d'immersion, puis mon fils ne peut pas lui parler en français. Il est incapable. Il dit, « Maman, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. » Il dit, « Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile de changer ma langue. » Ça fait que pour changer ta langue émotionnelle, ça prend énormément d'efforts, énormément de temps, et tu te sens tout croche en dedans quand tu fais ça. Je parle en anglais à ma fille. Ma fille habite au Québec. Son chum est québécois. Je lui parle en français à lui dans la maison. Je lui parle en français à lui, puis en anglais à elle. Pas capable. J'essaye. Sentez-vous pas coupable que tu t'en veux? Faut que tu essaies de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et puis, si tu veux vraiment changer ça, tu peux, mais je vais te dire que ça va te prendre énormément d'efforts. J'avais jamais vraiment pensé à la langue émotionnelle. Puis, est-ce qu'il y a des supports ou bien des suggestions comme, si on le prend en petits morceaux, quel morceau qu'on devrait commencer avec? La lecture, c'est pas quelque chose qui est menaçant. C'est pas une conversation que tu as avec ton enfant, c'est comme en tierce partie. Ça fait que ici, sur la marguerite, là, j'ai mis des différentes occasions qu'on pourrait se mettre en mode francophonie. Si tu te trouves en mode francophonie, je dirais à peu près 75 à 80 du temps, pas 50-50. Donc, quand tu vis dans un milieu minoritaire, 50-50, c'est pas vraiment assez. Tu as besoin d'avoir plus francophonie qu'anglophone parce qu'on est toujours entouré par la masse. Ça fait que tu vas regarder autour de la marguerite, puis tu vas juste faire comme que j'appelle un inventaire de comment tu vis ta francophonie. Je me sens toujours coupable que je ne fais pas. Quand tu appelles en quelque part, le gouvernement, si tu veux le français, peser sur le anglais, peser sur le 1, si c'est en français, peser sur le 2. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est plutôt l'insécurité linguistique que je pourrais pas assez bien m'exprimer en français
sur n'importe quel appel que je fais. Spécialement s'il y a du vocabulaire précis Oui, que je connais pas. oui. Puis je veux pas que la personne change en anglais si il ou elle m'entend. Ouais, souvent même, tu pèses 1 pour français, puis ça te répond après 10 minutes, puis ça te répond en anglais. Encore en anglais. Même quand c'est des francophones, quand ils rencontrent quelqu'un, ils se mettent à parler en anglais. Et je l'ai remarqué parce que moi, j'avais l'impression que tout le monde parlait en anglais. Quand je leur essayais de répondre en anglais, ils disaient « Ah, mais tu parles français !» Et ils étaient trop contents. Et je me disais « Mais pourquoi ne pas essayer aussi de parler d'abord ta langue maternelle en t'adressant aux gens, en essayant de dire « Bonjour, est-ce que vous parlez français ?» Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait d'écrire sur nos petites étoiles. Y aurait-il quelque chose qui te vient à l'idée en ce moment? Puis si il y a des choses que tu penses que tu aimerais faire, vous pouvez vous guider sur l'algorithme et dire, OK, bien moi, là, ma plaque d'immatriculation, elle est en anglais. Mais la prochaine fois que je vais aller chercher ma plaque d'immatriculation, je vais la mettre en français. Parce que quand je fais ça, je m'affiche. Quelqu'un qui me voit, là, qui est stationné en arrière de moi, il dit, « elle parle français, elle. J'ai pas besoin de mettre le drapeau acadien. J'ai mis Île-du-Prince-Édouard. » Tu as juste à le demander quand tu vas, pour la prochaine fois que tu vas renouveler ta plaque. Pareil comme la carte en santé maintenant, la carte de santé à l'Île-du-Prince-Édouard, tu peux l'avoir en français. Moi, je l'ai changé. J'ai fait une demande. Fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager qu'est-ce qu'ils ont écrit sur l'étoile? De matériel français à lire. Lire un article par semaine en français. On peut changer la langue dont on écoute nos émissions. Il y a aussi des très bons choix de films francophones sur Netflix à cette heure. Moi, une des choses que j'ai écrit que je pense qui serait vraiment plutôt facile, mais que d'habitude, je le fais pas parce que j'oublie ou je suis paresseuse, c'est qu'il y a beaucoup de sites web où tu peux changer la langue. Ouais, souvent, ça dit en haut, changer à français. Puis pour moi, c'est plus facile à lire en anglais, c'est plus vite. Alors d'habitude, je juste le fais en anglais. Mais la plupart du temps, je pourrais le faire en français. Ça juste prend un petit peu plus d'effort. C'est juste un effort conscient. C'est que tu es en train de dire, sais-tu quoi, je pourrais faire ça, ça serait pas si difficile que ça, puis je vais le faire. Ça veut pas dire que tu vas le faire 100% du temps, mais si tu le fais au moins 3 ou 4 fois, c'est 3 ou 4 fois de plus que tu l'avais pas fait avant. La majorité des personnes sont tous bilingues, mais francophones, langue maternelle, mais on se parle tous en anglais au travail. Nos réunions d'équipe, ça se fait toujours en anglais. Mais c'est ça qu'on switch toujours anglais-français. Mais quand on parle du matériel ou des projets, c'est toujours en anglais. Fait que ça que je pourrais faire, puis j'ai commencé à faire, c'est vraiment d'essayer de faire un effort de juste parler en français dans les réunions parce que c'est tous des francophones, mais on a juste l'habitude de se parler en anglais. C'est en lien avec ma vie aussi, mais beaucoup plus avec le travail où je veux continuer à faire des efforts à trouver des choses qu'on peut écouter ou regarder qui démontrent les différents accents dans la francophonie, surtout pour les élèves pour qui la langue est peut-être pas nécessairement parlée à la maison, pour qu'ils puissent s'entendre un peu plus, donc travailler sur la sécurité linguistique de ces élèves-là. J'ai décidé d'écouter les nouvelles en français. Alors même juste, au lieu d'écouter comme CBC à la radio ici, peut-être écouter Radio-Canada. C'est l'esprit des pionniers qui ont transmis cet esprit à leurs enfants. Et c'est ce qu'on voit à tous les jours. Je vois Mme Buot, son cousin de 2e niveau, Jean-François Buot, était le prêtre dans ma paroisse quand j'étais tout jeune. Et c'était une vraie locomotive de la francophonie à l'époque et il a transmis ça à toute une génération. Et aussi, j'ai donné mon opinion plusieurs fois au sujet des revenus des comités francophones à l'intérieur de l'Île-du-Prince-Édouard, qui est basé sur le recensement. Et le recensement est gravement faussé dans le sens de l'assimilation. Et ça doit changer. Il doit y avoir des questions qui parlent du départ de la famille. C'est des Galland, des Cormier, des Gauthier. Ça, c'était des Acadiens et des francophones au début. Lisa Martel, je suis originaire du Restigouche au Nouveau-Brunswick, mais j'habite à l'île du Prince-Édouard depuis 5 ans. Je suis une enseignante à l'école Saint-Augustin à Restico et j'habite depuis tout récemment à Restico.
trouve qu'elle est vivante parce que pour moi, ça n'a pas été difficile de trouver la communauté francophone lorsque je suis arrivée. Peut-être parce que je travaillais dans le milieu communautaire lorsque je suis arrivée à l'île du Prince-Édouard, mais le fait qu'elle était aussi accueillante. T'sais, oui, tu peux arriver dans une communauté, mais le fait qu'elle vraiment t'accueille puis essaye de t'encourager à participer aux différents événements, puis tu peux les voir un peu plus. Maintenant, tu vois soit le drapeau acadien ou tu vois les plaques d'immatriculation en français aussi. Ça devient un petit peu un jeu. Donc, si tu vois un JA ou un JB, t'es comme « OK, c'est qui, là? » Puis c'est vraiment, pour moi, peu importe la région. Donc, pour certaines personnes, c'est surtout la région Evangeline, mais moi, je le vois que ce soit dans la région de Rustico, que ce soit dans la région Tignish, de Souris, même à Charlottetown, on peut les voir, ces drapeaux acadiens-là ou ces plaques acadiennes-là, où tu marches dans la rue, puis là, t'entends un francophone, puis là, t'es comme, OK, c'est qui? Mon nom, c'est Jennifer Allman, et puis j'habite ici à l'île du Prince-Édouard, à Oyster Bed Bridge. Je suis très impressionnée par juste l'école ici. Ça fait seulement 3 semaines que les enfants sont à l'école, mais il y a tellement un aspect de communauté à l'école et puis beaucoup de soutien aussi et des outils pour les parents et puis pour les élèves. Le français est important pour moi parce que ma mère est francophone. Je suis québécoise. Donc, j'ai grandi dans une famille exogame parce que mon père est anglophone. Donc, à la maison, je prenais pour acquis que tout le monde dans le monde parlait anglais et français. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en grandissant, que c'était vraiment une richesse. Puis c'est très important pour moi que mes enfants ont la même opportunité. Et puis, vu que mon mari est uniquement anglophone, je veux vraiment qu'ils ne perdent pas leur culture, l'héritage francophone. Et puis, c'est pour cette raison que c'est très important que les enfants soient dans une école francophone. Je suis une très fière acadienne, puis je crois que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre le plus, que ce soit aux gens autour de moi comme à mes élèves. Pas nécessairement en le disant parce que je veux pas leur imposer une identité. Je veux juste, moi je parle de mes expériences, puis je veux leur faire voir qu'est-ce qu'ils pourraient vivre eux autres aussi s'ils veulent. Puis le fait qu'ils peuvent voir que mes identités peuvent se mélanger, que oui, je suis une francophone du Nouveau-Brunswick, mais j'ai un grand sentiment d'appartenance à l'île du Prince-Édouard, que nos identités peuvent se mélanger puis que c'est possible d'être plus qu'une personne. Puis mélanger ça, c'est juste important de leur faire vivre ça puis leur faire comprendre qu'ils peuvent être qui ils sont puis ils peuvent vraiment développer un peu plus qui ils sont en vivant des expériences authentiques puis en parlant avec plus de personnes.